Bonjour à tous, je me trouve ici dans le 15e arrondissement de Paris où se déroule actuellement le colloque annuel de l'Action française, l'occasion pour tous les sympathisants de France de l'Action française de se réunir, mais aussi pour les simples curieux de venir découvrir les idées de l'Action française. Alors aujourd'hui, le thème abordé par ce colloque, c'est mai 68, 50 ans après, un thème d'actualité à l'heure des blocages d'universités par les étudiants. On sait par ailleurs que des antifas ont menacé de venir interrompre ce colloque. On a ici un quart de CRS. Alors ce colloque va-t-il pouvoir se dérouler jusqu'au bout ou sera-t-il interrompu comme ce fut le cas à Marseille? Souvenez-vous, c'est l'Action française 2, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils décident eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. L'Action française, c'est combien de militants? Dans combien de villes de France? Alors l'Action française, c'est 3000 militants répartis dans 70 sections. Principalement des sections réparties sur les villes universitaires. Ces sections ont pour base de développement. La première, c'est les cercles d'études, les cercles de formation, les cercles doctrinaux, la réflexion intellectuelle. Et la deuxième chose sur laquelle on encourage nos sections, c'est le militantisme de rue au travers de la vente à la criée, c'est-à-dire la capacité finalement d'aller voir nos concitoyens, de leur vendre le journal d'Action française, d'échanger avec eux finalement sur la réalité politique qu'ils vivent au quotidien. Donc là, en l'occurrence, le thème c'est mai 68. Oui. Pourquoi c'est un sujet important, mai 68? Mai 68, c'est important dans le sens où nous, en tant que militants d'Action française, on considère que ça a bouleversé plus ou moins la société française dans son ensemble, notamment sur le plan libertaire, avec toutes les lois ensuite qui ont découlé de cette pseudo-révolution, si je puis dire, dans le sens où tout ce qui est liberté sexuelle, remise en cause de l'autorité perpétuelle, tout ce genre de choses. Mais c'est bien la liberté a priori. Pourquoi vous êtes contre? C'est pas la liberté à laquelle on aspire. Voilà, c'est pas le même genre. Vous, c'est quelle liberté à laquelle vous aspirez? Nous, c'est plus une liberté qui aille dans le sens du bien commun, donc le bien commun dans son ensemble. Alors après, les libertés, tout simplement des libertés individuelles, mais qui n'aillent pas contre l'humain et surtout qui soient anti-françaises et qui soient pour un monde sain, tout simplement. Et mai 68, pour moi, c'est la seconde étape de l'invasion américaine, après le débarquement de 1944. On a eu l'envahissement américain avec aussi les chewing-gums, Walt Disney, le cinéma. Seconde étape, mai 68, avec un monde uniquement dédié au plaisir, à la jouissance immédiate, et j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau paradigme qui s'est fait en 2 étapes. Et 50 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Des mecs qui sont devenus en fait des ultra-conservateurs avec Cohn-Bendit, etc., qui sont aujourd'hui des conservateurs intégraux. Donc vous, personnellement, vous êtes royaliste? Voilà, tout à fait, oui. Donc c'est quoi être royaliste en 2018 en France? Être royaliste, alors déjà, c'est prendre conscience de ses racines, dans le sens où nous considérons que la France a été fondée à partir du moment où la monarchie s'est installée, que ça a été un régime aussi qui symbolise une certaine longévité, quand même, un certain nombre de siècles. Et aussi, donc, c'est vouloir rétablir une monarchie, mais pas une monarchie forcément nostalgique ou passéiste, comme certains pourraient penser, mais une monarchie après qui soit en adéquation après avec le temps dans lequel on vit. Pourquoi être royaliste en 2018? Pourquoi être royaliste en 2018? Pour moi, c'est un choix gratuit du cœur. Voilà, j'aime la royauté, j'aime le roi, j'aime ce qu'a été la chrétienté, la royauté chrétienne. Et donc voilà, c'est un choix du cœur, cohérent. Donc la royauté est intrinsèquement liée à la religion catholique, du moins la royauté française. Je pense, oui, tout à fait. Oui. La monarchie de droit divin, voilà. Oui. Donc la monarchie ne peut pas exister sans le Christ roi. Peut-être la royauté française, c'est peut-être sa spécificité, voilà. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, je suis catholique, donc j'ai un regard spirituel, bien sûr, sur la réalité. Et je pense que la France, en s'éloignant du Christ, s'est éloignée de la protection que Dieu lui apportait, voilà. D'accord. Que Dieu apporte sa protection à ceux qui le prient, en fait. Okay. Et c'est pour ça qu'on en est là? Moi, je pense que oui, c'est bien lié. Mais pour moi, ce serait un roi, c'est quelqu'un qui est ouvert à toutes les idées, qui n'est pas soumis à quelque chose comme le président d'un parti. Parce qu'un président d'un parti, c'est tous les 5 ans, le président de la République, il change, donc le mec va pas forcément vouloir laisser quelque chose de beau au successeur. Pour moi, un roi, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui est sous l'influence de personne, et qui se distinguer le bon et le mauvais. Pour moi, c'est ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas de. Ah d'accord. Je vous remercie. Puis non, vraiment, je soutiens. Merci à vous. C'est un beau projet ce que vous faites et. Merci, c'est cool. Bonjour. Alors, est-ce qu'un bon royaliste fume la pipe? Pas nécessairement. D'accord.
Mais les bons royalistes qui fument la pipe sont des gens extraordinaires. D'accord, ok. Bon, c'est déjà ça. Alors dites-moi, pourquoi le royalisme? Et pas, par exemple, les Républicains ou le Parti Socialiste? Pourquoi défendre la royauté en France en 2018? Il y a encore des Républicains et des Socialistes en France? Faut croire. Déjà, la royauté, ça reste quand même 1000 ans d'histoire qui ont constitué la France. Ouais. Donc on peut déjà constater que, si vous voulez, tant qu'on a à peu près des royautés, on arrive à construire la France. Et aujourd'hui, après 2 siècles de république au pluriel, bon, on est un peu dans la merde, quoi. Maurras dirait on juge une politique à ses résultats, et c'est vrai que les résultats de la République sont un peu déplorables dans le sens où depuis 200 ans, la France n'a fait que décliner de son apogée où les rois l'avaient mise. Donc ça donne à réfléchir. Je pense qu'il n'y a pas trop de systèmes actuels qui correspondent à ce que nous proposons. Il n'y a pas de modèle vraiment qui correspondent. Monarchie décentralisée, comme on la défend, anti-parlementaire avec un parlement moins puissant, héréditaire et traditionnel en reprenant des aspects, mais une tradition vivante, parce que toute tradition est vivante. Vous dénoncez quand même pas mal la centralisation qui est jacobine. Voilà, totalement, ouais. Et qui n'est pas adaptée, je pense, à la France, qui est quand même, quoi qu'on en dise, un grand pays, et avec des régions qui ont chacune leur particularité. Et je pense pas qu'un État centralisé puisse vraiment savoir quel est l'intérêt de cette région, quel est l'intérêt de cette région, est-ce qu'il vaut mieux financer telle chose dans telle région ou pas dans une autre. D'une certaine façon, la monarchie est plus démocratique, quasiment, que la République, en quelque sorte. Au niveau local, oui. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, on votait beaucoup plus que sous la République. Là, actuellement, on nous fait croire qu'on est libre, qu'on a la liberté. Or, on vote tous les 5 ans pour un président qui a le droit de faire ce qu'il veut pendant 5 ans, justement. Sous la monarchie, voilà, on votait au niveau local selon nos compétences, selon notre intérêt, et pas au niveau national pour des choses qui ne nous concernent pas et où on n'est pas capable de se prononcer. Par exemple, comment est-ce qu'un menuisier pourrait se prononcer sur des questions économiques, par exemple au niveau de la SNCF, vous comprenez? Et c'est là tout l'intérêt de remettre en place des parlements intermédiaires, des corporations. La Révolution est une césure fondamentale. Et on ne peut pas vraiment fonder une pensée politique sérieuse en France sans penser cette césure. Ça ne veut pas dire la penser n'importe comment. Il ne s'agit pas de dire qu'avant c'était le paradis et que depuis c'est l'enfer. On n'est pas tellement là-dedans, on n'est pas dans le complotisme, on n'est pas dans l'idée que les francs-maçons, etc. ont tout fait, et que cette merveilleuse société d'avant 89 a disparu pour laisser la place à l'enfer sur Terre. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complexe, il y a un ensemble de phénomènes. Mais c'est quand même une césure fondamentale et il faut la penser. Et notamment sur le plan des institutions. Si on veut retrouver un ordre qui soit vraiment français, il faut renouer avec l'ADN politique de la France. Je peux vous dire un poème, si vous voulez, en guise d'argumentaire. Je veux bien. Puisque Charles Maurras est devenu royaliste parce qu'il était poète et attaché à la langue provençale en particulier. Et donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui défendre la poésie qui est vraiment en plein déclin et c'est une grande tristesse. Et il y a un beau poème de Charles Cros que je vais essayer de vous réciter. Ô la fleur de lys, la noble fleur blanche, la fleur qui se penche sur nos fronts pâlis. Son parfum suave, plus doux que le miel, raconte le ciel et console l'esclave. Son luxe éclatant dans la saison douce pousse, 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 qui nous orne autant. La rose est coquette, le glaïeul sanglant, mais le lys est blanc pour la grande fête. Oh, le temps des rois, des grands capitaines, des phrases hautaines aux étrangers effrois. Le printemps s'apprête, les lys vont fleurir. Oh, ne pas mourir avant cette fête. Voilà, Charles Cros. Bravo. Merci. Mais dans la société française, quand on parle du roi, j'ai l'impression que l'idée est quand même accueillie avec beaucoup de scepticisme. Disons qu'aujourd'hui, là je parle de ce que je connais de plus en plus. Hier, on a eu une super conférence avec un type qui nous a présenté, Guillaume Bernard, qui nous a présenté le mouvement d'Extrogir. Et le mouvement d'Extrogir, il consiste à dire que la majorité de la population française aujourd'hui est de droite, mais dans le sens pas droite-gauche partisane, hein. Elle est classique. Elle raisonne classiquement. Et un exemple qu'il nous a cité, c'est que par exemple, on est 5% de Français allés à la messe. Il y a 75% qui sont pour les crèches dans les lieux publics. Donc en fait, c'est ça les Français, c'est qu'on ne dirait pas qu'explicitement ils sont pas explicitement royalistes, activement royalistes, mais en général, leur cœur, comme nous a dit notre prétendant Jean d'Orléans, leur cœur, finalement, quand on discute un peu, est royaliste et monarchiste et pour la personne du roi. Mais il faut juste en discuter. Forcément, on n'a pas beaucoup de réseaux, etc. Donc nous, tout notre travail à l'Action française, c'est de dire écoutez, il y a une solution et c'est la monarchie. Et alors vous êtes venu ici pour parler du bien commun. Voilà, ça rejoint bien le sujet d'ailleurs. Quelle est la vision qu'a l'Action française du bien commun ?
Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Le bien commun, c'est la fin de la société politique, au sens de la finalité. Et comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas l'addition des intérêts particuliers, c'est plus que cela. Et c'est à la fois procurer à la cité la paix extérieure et la paix intérieure. La paix extérieure, c'est la défense, la fonction régalienne par excellence. Et la paix intérieure, c'est la paix civile, la concorde, l'amitié. Et pour ça, il faut qu'il y ait une unité. Et donc, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la société française, elle est éclatée. Il y a des communautés. Alors, c'est lié à l'immigration, mais pas seulement. Et il faut retrouver cette unité. Voilà. Et donc, l'AF, elle reprend ce bien commun, qu'elle n'a pas inventé, qui est une conception beaucoup plus ancienne, qui vient de l'Église notamment. Et elle se propose de servir le bien commun. Et pour servir le bien commun, il faut redonner à la France des institutions capables de lui procurer la paix extérieure, un État fort, la paix intérieure, renouer avec son passé, renouer avec son histoire, renouer avec ses racines, et également de permettre aux personnes de s'épanouir, de s'accomplir. C'est pour ça que le pouvoir qu'on souhaite, nous, c'est un pouvoir qui a de l'autorité, mais qui respecte les libertés. C'est toute la pensée de Maurras. L'autorité en haut, les fonctions régaliennes, et les libertés en bas, l'autogestion par la société de ces problèmes qui la concernent directement. Pas facile de déclamer un poème comme ça, un impromptu qui vient. Vive la poésie, et pour que vive la poésie, vive le roi. Voilà. Vive la poésie, j'aime beaucoup la poésie, hein, vraiment. Je suis un passionné de poésie. Ah oui, vous récitez vous-même? Bien sûr. Allez-y, récitez-nous quelques vers. Non, là c'est quand même, je le fais parfois en conférence, ça m'arrive. Mais c'est pas des poèmes qui sont très royalistes. Non mais pas de problème, ça. Moi non plus, j'en récite qui sont pas royalistes. Moi j'aime beaucoup par exemple Lamartine. J'avais appris le lac à l'époque entièrement. Aragon, j'aime beaucoup Aragon, je crois, c'est une poésie surhumaine. Aragon, c'est vraiment un poète surhumain. Il y a un beau poème que vous devez connaître, La Rose et le Réséda. Je le connais par cœur. Vous le connaissez? Normalement, oui, on peut le réciter ensemble. C'est une belle expérience. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle, et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Non. Tous les deux disaient qu'elle vit. Tu as oublié quelque chose. Là, on va voir s'il y a des guetteurs potentiellement antifascistes dans le quartier. Ouais. Et pour surveiller un peu. Okay. Pour au cas où. On n'est jamais assez prudent. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des menaces de... Il y a eu plusieurs menaces, oui. D'accord. Globalement, il y a eu des menaces contre la salle, ouais. Contre nous aussi. Après, moi, j'ai pas beaucoup plus de précision. Hein. Je suis pas. Donc là, vous vous méfiez quand même d'une attaque antifasciste. L'année dernière, ils sont déjà venus. Ils étaient une quarantaine. D'accord. Et bon, ils ont pris une bonne raclée, mais c'est possible que ça leur ait pas suffi. Donc. Ok. Au jeu électoral, en fait, tout simplement. Et que, par exemple, en Angleterre ou dans d'autres monarchies, c'est un média de quelle... Pardon ? C'est un média de quelle obédience ? C'est l'Obs. Voilà. L'Obs. Monsieur Jean-François Kahn n'a pas daigné venir, donc nous avons l'Obs qui nous fait l'honneur d'envoyer un journaliste. Un journaliste, d'accord. Un journaliste. Un journaliste, ok. Écoute, on va voir ce que ça donne, hein. Le résultat final de l'interview. Bon, c'est à peu près toujours les mêmes questions. C'est pourquoi on veut devenir la monarchie s'est désuée au XXIe siècle, etc., etc. On a l'habitude de ces questions-là. C'est toujours le même argumentaire de tourner en dérision, c'est très bien. Je trouve ça assez drôle, ces gens qui se permettent de ricaner, si vous voulez, d'opinions qui paraissent désuètes dans un système qui est aussi corrompu et qui ne donne aucun fruit bon et viable. Ils viennent ricaner, alors que depuis 2 siècles, on est dans un marasme total et on s'enfonce de plus en plus. Donc, effectivement, ça nous fait aucune leçon à donner à qui que ce soit. Il n'y a aucune leçon à recevoir. Et au contraire, nous sommes des Maurrassiens critiques, c'est-à-dire qu'on est totalement d'accord pour remettre en cause ce qui ne va pas chez Charles Maurras. Et en même temps, on le remet dans son contexte. Et en même temps, on veut
montrer que Maurras a des réponses à apporter aux questions actuelles au niveau des institutions, au niveau de la philosophie politique. Et c'est pour ça qu'il y a un retour du réel. D'ailleurs, petite parenthèse, royalisme, réalisme, c'est la même étymologie, c'est pas un hasard. Je pense que ce retour au réel, qu'on ressent de plus en plus, je pense qu'il est bon, il est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T pour ceux qui veulent. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre l'action française vue de l'extérieur et l'action française une fois qu'on y est entré ? Pour moi, il y a une grande différence parce que vu de l'extérieur, c'est peut-être quelque chose d'impressionnant et parfois on a peut-être des clichés là-dessus. Mais à l'intérieur, en fait, on voit qu'il y a une grande mixité et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent militer pour le retour du roi et pour incarner ses souverainetés. Quand tu dis une grande mixité, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on ne fait pas de distinction entre nobles, entre pas nobles, entre français, enfin français de souche, entre guillemets. Mais issus de l'immigration. C'est ça. On ne fait pas de différence, tout le monde est là pour militer et on accepte tout le monde et ça c'est patriote. Du coup, on accepte. On va pas faire une. Déjà, on peut pas se le permettre de faire une sélection. Et puis c'est débile. Les identitaires, eux, on a quand même l'impression qu'ils font une sélection. Bon, je peux pas dire sélection raciale parce que pour moi ça n'existe pas, mais ils font une sélection entre les personnes, alors que nous on sélectionne pas. On est là, on voit vraiment la personne pour qui elle est et on la prend pour qui elle est. D'accord. Je suis plutôt d'accord avec eux. Par contre, je pense que l'assimilation ne peut pas se faire sur une population trop grande en fait. C'est vraiment sur des personnes, des individus à part entière qui vraiment le souhaitent. Et il faut quand même qu'il y ait une volonté de comment dire, pas forcément de couper court avec ses racines. Ça se voit, je pense. Ouais. Et est-ce que vous êtes donc issu de l'immigration ? Oui, mes deux parents sont berbères du Maroc. D'accord. Voilà, et faut qu'il y ait une volonté de s'intégrer et voire de s'assimiler en fait. D'accord. Mais c'est possible. Oui, bien sûr. Vous en êtes la preuve vivante. C'est possible, mais pas sur une population trop importante. Et c'est un mouvement qui est jeune, vous le disiez tout à l'heure. C'est un mouvement qui est jeune. Vraiment, ça se voit, je pense. On peut le souligner, quoi. Oui. C'est assez impressionnant. Oui. Il y a un renouvellement permanent. Je pense que les jeunes sont en recherche d'idées politiques fortes, de repères. L'AF propose un nationalisme exigeant qui ne se réduit pas à des conceptions binaires, manichéennes, la race par exemple, ou ce genre de choses, qu'on peut trouver dans d'autres mouvements réputés d'extrême droite ou nationalistes. Nous, on propose un nationalisme exigeant qui est basé sur l'histoire. Donc on leur offre de la formation, une sorte d'élévation politique. Pas en rester à une conception simpliste, étriquée de la nation. Donc je pense que ça plaît. Dès qu'on a un peu d'exigence intellectuelle et qu'on est patriote, ça paraît naturel de se tourner vers un mouvement qui a un fort contenu idéologique, un fort contenu doctrinal et qui explique ce qu'est la France, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, on en vient à être dans l'Action française ? Moi j'ai toujours été un peu intéressé par la politique, donc du coup j'ai suivi plus mes parents qui étaient les Républicains, Front National, et moi je me suis engagé chez les Républicains l'an dernier, enfin il y a 2 ans du coup, et j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait à l'intérieur et que c'est pas un système qui convenait à la France, et que qu'on soit républicain ou non, la souveraineté on l'a pas comme ça, et la souveraineté elle est toujours incarnée dans le roi, et comme on est le peuple français, je pense qu'on est attaché un peu à cette vision-là du roi, de la France grande, et voilà. Vous pouvez regarder, vous avez dû rencontrer beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Je pense que la moyenne d'âge, on a autour de 20 ans. En tout cas, beaucoup de 20 ans. Je pense que le nombre de personnes ici qui ont 20 ans, ou entre 18 et 20 ans, c'est vrai. C'est génial. Donc, on peut en témoigner. Comme on dit souvent, demain nous appartient. Pour moi, qu'est-ce que ça représente l'Action française ? C'est un mouvement politique qui est une véritable alternative au libéralisme, je dirais. D'accord. Parce que, par exemple, les gauchistes qui sont venus, ils n'ont que le côté économique, sans comprendre le côté philosophique qui est justement porté par mai 68. Parce que mai 68, derrière chaque communiste qui prône la libération sexuelle, il y a derrière la libération sexuelle, il y a des grandes entreprises qui produisent des milliers de pilules contraceptives, milliers de préservatifs, etc. Derrière chaque gauchiste immigrationniste, il y a un patron qui permet de baisser ses salaires, etc. Donc oui, je dirais que mai 68, justement, ça montre la complicité du libéralisme avec ces pseudo-rebelles gauchistes. C'est très intéressant parce que les gens ont dans l'idée que l'Action française c'est plutôt un mouvement de droite, de gens d'un niveau social assez élevé, qui aurait plutôt des idées libérales en termes économiques.
assez orthodoxe, qui défendrait le capital, le capitalisme même. Et en réalité, quand on discute avec vous, vous avez des idées vachement sociales. Extrêmement sociales. Et d'ailleurs, pour parler de l'élite dont on parle au sein de l'Action française, il y a des fils d'ouvriers, il y a des prolos, il y a, pour utiliser des termes, il y a aussi bien, moi je suis enfant de profession libérale et ça me pose pas du tout de problème de discuter avec un paysagiste qu'avec autre chose. Et au contraire, c'est ça qui fait la force de l'Action française, c'est qu'on est vraiment des personnalités extrêmement différentes et qui arrivent à trouver un point commun au milieu de tout ça, qui est l'intérêt de la France en premier lieu. Et pour parler, non, on n'a pas une vision capitaliste des choses. On n'est pas là-dedans. Bienvenue dans un monde sans normes. L'uniformisation du monde est le principe de vie de la mondialisation. Ne plus savoir d'où l'on vient, où on est, où l'on va, à quoi l'on sert. Notre civilisation a été réduite à un consumérisme hédoniste au détriment des libertés. Elle n'est plus en capacité de donner un sens à la vie. Nous ne pouvons réduire un peuple à un club de consommateurs. Être esclave de nos envies, indéterminés, indifférents et indifférenciés, dans un monde sans bornes, sans frontières, sans limites, nous conduit à un hédonisme sans fin. L'utilité est la mesure que nous donne le marché. Il s'agit de faire sauter les limites, être compétitif. Le libéralisme n'est pas divisible entre économie, sociale, architecture, sociétale. La directive Bolkestein et son impératif de mobilité perpétuelle du capital fait partie de cette même logique. La libre circulation des capitaux, des services et des hommes. C'est la marchandisation du vivant. C'est l'inconditionnalité du primat de l'économie sur le politique. Construire un avenir politique pour l'ensemble des Français, qui d'autre que le roi peut encore prétendre à vouloir agir au-dessus de la mêlée. Faire disparaître la République aujourd'hui, c'est faire de la monarchie un véritable facteur de paix et de conquête sociale. Pour que vive la France, vive la France! Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux la délivrance, pense clair et marche droit. Action! Française! 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 Vive la France! Vive le roi! Qu'est-ce qui nous garantirait qu'un roi ne fasse pas exactement la même chose que Macron? C'est-à-dire qu'en fait, le roi veut le bien commun. C'est-à-dire que depuis sa plus tendre enfance, on va lui apprendre à gouverner, on va lui apprendre à servir le bien commun. Non, mais c'est ça. Et du coup... Il ne voit pas des comptes au lobby, donc il gouverne vraiment en fonction de la France. Est-ce que vous pensez vraiment que le préposé au trône de France soit un anti-impérialiste ? Non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on voudrait rétablir une monarchie absolue, mais absolue dans le sens où elle serait indépendante des forces de l'argent, des lobbies, des multinationales, des médias, etc. Et donc, à partir du moment où on remettrait ce régime en place, le roi permettrait de servir le bien commun, tout en laissant au peuple une certaine dose de liberté et une indépendance locale. Et à partir du moment où les décisions sont prises localement, donc pour les populations locales, on retrouve cette souveraineté que nous, on perd dans un régime républicain. L'intérêt du roi, si vous voulez, c'est qu'a priori, quand il est héritier de la dynastie, il a une anthropologie particulière. Il y a une anthropologie du prince. C'est un être qui, malgré tout, a été formé d'une certaine manière de penser, de concevoir, qui a un cadre mental qui est différent du nôtre. Quand vous êtes élevé depuis tout gamin à dire « bon, bah, je vais être destiné à régner », et si vous voulez, chaque fois que je fais quelque chose d'antinational, je fais quelque chose contre moi-même, bon, si vous voulez, c'est une manière de construire les choses qui est différente des nôtres. D'ailleurs, quelque part, moi, j'ai une certaine pitié pour le roi, parce qu'il a un fardeau qui est largement plus important que le mien. Moi, je peux fumer ma pipe en toute tranquillité. Je me dis, je ne m'en prends pas à la nation, je ne dégrade pas le bien collectif. Il faut arrêter de croire que le roi, le pouvoir du roi tournerait à la tyrannie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contre-pouvoirs, il y a des parlements intermédiaires au niveau local, etc. Et donc, il y aurait beaucoup plus de liberté en fait, en France sous une monarchie. Alors que là, en fait, le pouvoir est centralisé à Paris, toutes les décisions sont prises à Paris, pour Paris, et non pour le peuple. En accord avec l'Union européenne, effectivement. Oui, elles sont prises plutôt à Bruxelles, en accord avec Paris. Oui, c'est ça. Quand bien même Macron serait roi, il existerait toujours par ailleurs des oligarchies influentes, des groupes d'intérêts très puissants, qui chercheraient à influencer Macron roi, Macron président, Macron peu importe son statut.
Qu'est-ce qui fait que Macron roi résisterait à ces oligarchies alors qu'aujourd'hui il n'y résiste pas en tant que président? Il faut trouver un système pour que le roi arrive à gouverner sans ces oligarchies-là. Que les gens ne soient pas trop puissants, peut-être, je ne sais pas. Ça, j'ai pas vraiment la réponse à cette question. En revanche, c'est vrai que si Macron est roi, n'a pas de risque d'élection, n'a pas besoin d'être baqué par BFM, Altis et autres propriétaires de grands médias, eh ben, il n'aura pas besoin de rendre service aux Bouygues, aux Drahi, etc. Donc, vous nous dites qu'un roi n'y résiste pas forcément, mais que dans tous les cas, il y résiste mieux qu'un président de la République. Oui, en tout cas, il a beaucoup moins de tentations de ne pas y résister. Justement, est-ce qu'on dit, enfin, on parle dans les médias beaucoup de Jupiter Macron, de Macron qui aurait des velléités un peu monarchistes, justement en recevant Poutine à Versailles, etc. Vous en pensez quoi, vous qui êtes monarchiste? Ça devrait peut-être vous plaire? C'est-à-dire que c'est ça la plus grosse désinformation, c'est que nous, enfin vous pouvez penser que ça nous plaît, mais en fait c'est que de la com. C'est-à-dire que ça serait une monarchie de folklore, quoi. Vous voyez, c'est beau sur papier glacé, mais au final derrière Macron ne fait rien du tout. C'est de la fausse diplomatie. On est toujours aussi soumis aux États-Unis, à Israël. On ne resserre pas vraiment nos liens avec Poutine, on va bombarder Bachar al-Assad, tout ce genre de choses nous montrent qu'en fait, dans les faits, Macron ne tient pas sa parole et que c'est que de la com. J'espère que la France redeviendra la France tout simplement, avec une population fière de sa patrie, avec notre culture, nos traditions, notre identité, qu'on soit plus lynché par les médias, qu'on traite de fachos dès qu'on veut défendre notre pays, qu'il n'y ait pas des lobbies étrangers qui nous... Enfin, comme l'Union Européenne ou d'autres, ou voilà, je ne cite que ça pour l'instant, mais qui nous obligent à avoir des lois complètement destructrices de notre nation, des lois complètement immigrationnistes, qui nous empêchent totalement de vivre dans la France qu'on aime. Voilà. Donc j'espère que cette France sera indépendante et souveraine de tout. Définitivement, que ce soit de l'OTAN, de l'Union Européenne ou d'autres lobbies. Et alors, les Antifa, où sont-ils? On ne sait pas. D'accord. Ils n'ont pas daigné se déplacer. En plus, il pleut. Nous, on ne vit pas par rapport à eux, en fait. Oui, bien sûr. On ne vit pas vraiment par rapport à vous. Oui, non, mais nous, on a un projet politique. C'est l'instauration monarchique. Et la question antifasciste, pour nous, n'a aucun sens. Déjà, nous ne sommes pas fascistes. Ça tombe sous le sens. Et deuxièmement, c'est une coquille vide. L'antifascisme est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il se nourrit d'un fantasme qui serait le retour de la peste brune. Vous connaissez ça avec ER, etc. Mais comme tu le dis souvent, la bataille des idées, on est en train de la gagner et de manière globale. C'est-à-dire que je pense que nous aussi, royalistes, dans ce qu'on propose, quand même, on est de retour. Vos idées percent. Nos idées percent et parce que c'est le bon sens. Le bon sens, c'est de retour. Et contre le bon sens, on ne peut rien. Contre le réel, on ne peut rien. Et à un moment, c'est comme disait Gustave Thibon, le retour du réel, c'est implacable.